Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une question qui nous touche tous, je crois. Comment est-ce que nos origines, notre culture, façonnent la façon dont on aime, dont on communique et même dont on gère les désaccords dans nos relations? Hmm. C'est un sujet passionnant, mais parfois un peu sensible aussi. Pour cette exploration, on a pas mal de matières, des articles universitaires, en sociaux, en communication interculturelle, Oui, des témoignages, comme une étude systémique de l'UQAM, des théories importantes, comme celle de Hall ou Think to Me, et même des analyses de blogs comme Start My Wellness. voilà, un beau mélange. Notre but, c'est de décortiquer un peu tout ça, pour y voir plus clair peut-être dans nos propres vies. Exactement. Les relations, c'est déjà pas simple, hein. Mais alors quand on ajoute les différences culturelles, ça rajoute une couche de complexité. Ça peut toucher à tout en fait, des petites habitudes du quotidien aux valeurs profondes. C'est ça, ça peut être hyper enrichissant, Oui, bien sûr. mais ça peut aussi vite mener à des malentendus si on n'est pas, disons, un peu vigilant. Donc on va essayer de regarder ça de plus près avec les concepts clés qu'on a trouvés dans nos sources. C'est ça. On va analyser ces différentes strates. Alors, on commence par où? Peut-être par la base de la base? L'amour lui-même? Une des sources, celle de Caran d'Achef, elle nous dit un truc intéressant. Même si on a l'impression que l'amour c'est universel, Mhm. la façon de le vivre, de le montrer, de le définir même, eh bien ça c'est très très culturel. C'est pas pareil partout. Tout à fait. Et là, il y a un concept qui revient souvent, dans plusieurs sources d'ailleurs, Start My Wellness, le Psychothérapie Bulletin, l'étude UCAM qui s'appuie sur Think to May, c'est cette opposition, enfin, cette distinction entre culture plutôt individualiste et culture plutôt collectiviste. Ah oui, ça c'est fondamental on dirait. C'est vraiment une clé pour comprendre beaucoup de choses. Alors expliquons un peu. Individualiste, ça veut dire quoi en gros? C'est souvent lié aux cultures qu'on trouve en Amérique du Nord, en Europe du Nord. Oui, c'est ça. L'accent est mis sur l'autonomie de la personne, ses buts personnels. La relation amoureuse, c'est d'abord un choix individuel, un partenariat entre deux personnes vues comme indépendantes. Et la communication, elle est comment? Plutôt direct en général. On est censé dire ce qu'on pense assez clairement. D'accord. Et à l'opposé, donc, le collectivisme, on le trouve où principalement? Bah, c'est plus prédominant dans beaucoup de pays d'Asie, d'Amérique latine, d'Afrique, du Moyen-Orient. Là, la priorité, c'est plutôt l'harmonie du groupe, la famille au sens large. Ah oui. La relation s'inscrit dans tout un réseau social familial. Les décisions importantes, elles tiennent compte de l'impact sur ce réseau. Du coup, la communication est souvent plus indirecte. Plus nuancé peut-être Oui, pour pas brusquer, pour préserver cette harmonie? exactement. Pour préserver l'harmonie, pour sauver la face, on y reviendra. Et ça, concrètement, ça change énormément les attentes dans le couple, j'imagine. Start My Wellness donne des exemples, non? Sur l'implication de la famille, par exemple. Oui, tout à fait. L'implication de la famille dans le choix du partenaire, l'organisation du mariage, même où le couple va habiter, dans une culture collectiviste, c'est souvent vu comme normal. C'est un soutien attendu. Hmm. Alors que pour quelqu'un qui vient d'un milieu plus individualiste, ça peut vite passer pour de l'ingérence, une attaque contre l'autonomie du couple, quoi. Et inversement, j'imagine. Le partenaire d'une culture collectiviste peut se sentir blessé si sa belle famille semble distante, désintéressée, non? Exactement. Ça peut être interprété comme un rejet, un manque de respect. C'est vraiment un terrain miné, ces attentes différentes. C'est là que les malentendus naissent facilement. D'ailleurs, il y a une étude citée dans le Psychothérapie Bulletin, celle de Dion et Dion, qui est assez étonnante, je trouve. Bon, faut faire attention aux généralisations, bien sûr, hein. Oui, toujours. Mais, mais elle suggère que même si l'amour romantique est plus souvent la raison affichée du mariage dans les cultures individualistes, ça ne garantirait pas forcément plus de bonheur à long terme que certains mariages plus arrangés dans des contextes collectivistes. Oui, c'est ça qui est un peu contre-intuitif pour nous, occidentaux. L'étude montre que l'intimité émotionnelle est hyper importante pour la satisfaction conjugale chez les individualistes. Logique. Mais elle note aussi que ces mariages basés sur la passion sont peut-être plus fragiles, parce que les attentes sont énormes, ou parce que la passion, ça peut s'émousser. Hmm. Alors que des unions basées sur des critères plus pragmatiques, ou sur l'accord des familles, dans un contexte collectiviste, pourraient parfois générer une satisfaction différente, mais durable. Ça nous force un peu à questionner nos propres idées sur ce qu'est un mariage réussi. C'est clair que ça nuance l'idée qu'il y aurait une seule bonne recette. Mais bon, ces différences de valeur, elles se voient tous les jours dans la façon de communiquer. Parfois, même si on parle la même langue, on a l'impression de ne pas se comprendre.
Ah ça. Et c'est là que les travaux d'Edward T. Hall, dont parle la source de Guyenne, sont super utiles, je trouve. Ah oui, Hall, c'est un classique incontournable pour ça. Il nous donne des grilles de lecture vraiment éclairantes. Une de ses grandes idées, c'est la différence entre communication à contexte faible et à contexte fort. Contexte faible, contexte fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, imagine la communication comme une recette. Dans les cultures à contexte faible, Hall cite l'Allemagne, la Suisse par exemple, on te donne la recette écrite, détaillée, explicite. Tout doit être dit clairement. D'accord, le message est dans les mots. Voilà, on attend que l'info soit verbalisée. Pas de sous-entendu ou le moins possible. Et le contexte fort, alors? C'est l'inverse. La recette est moins détaillée parce qu'on suppose que tu connais déjà les bases, que tu vois les ingrédients sur la table. Le message est beaucoup plus implicite. Il repose sur le non-dit, sur ce qui est partagé, sur les gestes, le ton. Ah oui? Moins besoin de mots, car le contexte lui-même porte beaucoup de sens. C'est souvent le cas en Asie, dans les pays méditerranéens, arabes. Et la France là-dedans, on est où? Hall nous place souvent un peu entre les deux. Un contexte intermédiaire. Et c'est peut-être pour ça qu'on peut avoir du mal parfois avec des gens qui sont très contexte faible ou très contexte fort. On peut trouver les Allemands trop directs ou les Japonais trop allusifs. Oui, je vois. On risque de mal interpréter en fait. Exactement. Un Allemand peut croire qu'un collègue français lui cache des infos, alors que le français, lui, pense juste que certaines choses sont évidentes, qu'elles vont le soi, vu leur relation ou le contexte. Hall parle aussi d'un autre truc super intéressant, notre rapport au temps. La différence entre monochronique et polychronique. Ah oui, ça aussi, c'est très parlant au quotidien. Ça a l'air un peu technique comme ça, mais en fait, Mais non, c'est très concret. Monochronique, c'est typique de l'Allemagne, de l'Amérique du Nord par exemple. Le temps, c'est comme une ligne droite, on le découpe en tranches, on fait une seule chose à la fois, on planifie tout, les horaires sont hyper importants. Le temps, c'est de l'argent, quoi. la ponctualité avant tout. Voilà. Alors que les cultures polychroniques pensent à l'Amérique latine, au bassin méditerranéen, au Moyen-Orient, c'est plus souple. Le temps est plus fluide. On peut faire plusieurs choses en même temps, jongler entre plusieurs conversations. Les relations humaines, l'imprévu, ça passe souvent avant le planning. Et la France, encore une fois. La source de Guissen pointe un paradoxe amusant. On a un côté très planificateur dans la tête, très mono, mais dans nos comportements, on est souvent plus flexible. On accepte les interruptions, on jongle. C'est vrai. L'exemple du bureau est pas mal. La porte fermée de l'allemand qui veut pas être dérangé. Exactement. Versus la discussion qui démarre facile dans le couloir en France, on passe du coq à l'âne. C'est tout à fait ça. Intellectuellement mono, comportementalement poli. Et dans un couple mixte, ça doit créer des étincelles, ça non? L'un qui trouve l'autre toujours en retard, bordélique. Et l'autre qui trouve son partenaire rigide, obsédé par sa montre. Oui, c'est une source classique de friction. Il y a aussi la question de l'espace, la proximité dont parle Hall, la distance qu'on met entre nous. Oui, la bulle personnelle. Elle n'a pas la même taille partout. Les Français, par exemple, sont souvent plus à l'aise avec la proximité physique que, disons, les Allemands ou les Britanniques. La bise, c'est l'exemple parfait de ça. Exactement. Comparé à une poignée de main plus formelle, plus distante. Donc se sentir envahi ou au contraire tenu à distance, ça peut être juste une norme culturelle, pas un truc personnel. Et tout ça, le contexte, le temps, l'espace, ça montre bien que le non-verbal, c'est hyper important. L'étude de l'UQAM donne un exemple frappant, je crois. Oui, un geste de la main, tout simple, courant en Israël, pour dire « attends une minute », eh bien, une personne nord-américaine l'a pris pour une insulte. Ah ouais, quand même. Le malentendu a été immédiat et ça aurait pu très mal tourner. Ça montre bien à quel point ces codes non-verbaux sont spécifiques. Si on les connaît pas, on peut faire des erreurs d'interprétation énormes. C'est souvent là, dans le non-dit, que ça coince le plus. Et forcément, c'est quand il y a un désaccord, un conflit, que toutes ces différences culturelles ressortent puissance 1000, j'imagine. Comment on gère un conflit si on n'a même pas les mêmes règles du jeu implicites? C'est la question clé. Et l'approche systémique, mentionnée dans la source UKM, est intéressante pour ça. Elle nous dit « Attention, le conflit, c'est pas juste le sujet sur lequel on se dispute, l'argent, les vacances, les enfants. Mhm. C'est aussi, et parfois surtout, la manière dont on interagit, la dynamique de communication elle-même. Et cette dynamique, elle est pétrie de notre culture. » Et là, il y a une autre théorie importante qui entre en jeu, celle de Stella Tingtomi, aussi dans l'étude du CAM, la théorie de la négociation de la face. Exactement. Think to Me, elle définit le conflit interculturel comme ça. Une incompatibilité qu'on perçoit entre nos valeurs, nos normes, nos buts, et ceux d'une personne d'une autre culture. La face.
On dit souvent sauver la face, perdre la face, mais c'est quoi précisément la face dans cette théorie? La face, c'est un peu l'image publique de soi qu'on veut projeter, qu'on veut voir respectée dans une interaction. C'est lié à notre réputation, notre estime de nous, notre honneur, tel que les autres le perçoivent. D'accord. Et le face work, c'est toutes les stratégies qu'on utilise, verbales ou non verbales, pour maintenir notre propre face, la défendre si elle est menacée, ou même pour soutenir la face de l'autre. Et comment la culture influence ce facework, surtout quand ça chauffe, en cas de conflit? Ah ben l'influence est majeure. Ting Toomey relie ça directement à l'axe individualisme-collectivisme. Les priorités ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire? Dans les cultures plutôt individualistes, on va avoir tendance à se préoccuper d'abord de sa propre face, la self-face. Donc en cas de conflit, on risque d'être plus direct, plus affirmé pour défendre son point de vue. On cherche une solution concrète au problème. Le but, c'est souvent de gagner l'argument, ou au moins de trouver une issue tangible. Ok. Et dans les cultures collectivistes? Là, la priorité, c'est souvent de préserver la face de l'autre, ou la face du groupe, ou la face mutuelle. On va donc plutôt chercher à éviter la confrontation directe, qui pourrait faire perdre la face à quelqu'un. Ah oui. La communication sera plus indirecte. On va peut-être passer par un intermédiaire, chercher des compromis qui sauvent la face de tout le monde, même si le problème de fond n'est pas totalement résolu. L'important, c'est de maintenir la relation, la cohésion. Mais ça change tout dans la façon d'aborder une dispute. L'étude de l'UQAM prend un exemple, je crois, d'un couple mixte face à un dilemme, le dîner de famille important qui tombe le même soir que l'anniversaire d'un ami très proche. Oui, c'est un bon cas d'école. Comment ça pourrait se jouer selon les cultures? Alors, du point de vue individualiste, l'engagement personnel envers l'ami, j'ai promis d'y aller, pourrait être vu comme prioritaire. Rater la fête sans prévenir, ce serait une perte de face personnelle, ne pas tenir parole. La discussion serait sûrement directe, expliquer le problème d'agenda, s'excuser auprès de l'un ou l'autre, chercher une solution pratique, genre passer vite fait aux deux endroits. Ouais, un truc comme ça. Et du côté collectiviste? L'obligation envers la famille, le respect des anciens, ça pourrait primer. Rater un événement familial important, ça pourrait faire perdre la face à toute la famille. Donc la priorité serait de maintenir cette harmonie familiale. Et la communication serait différente. Oui, probablement plus indirecte pour gérer le dilemme. Peut-être demander l'avis d'autres membres de la famille ou juste privilégier l'obligation familiale en espérant que l'ami comprendra, car cette notion d'obligation familiale est plus forte. Mais comment on sort de ça? Parce qu'on risque de rester bloqué chacun dans sa logique. Tu es égoïste versus tu es complètement soumis à ta famille. C'est tout le défi. Et c'est là que la compétence en communication interculturelle, comme l'a décrit Ting Toomey, est cruciale. Ça repose sur plusieurs choses. D'abord, la connaissance. Comprendre ces concepts, individualisme-collectivisme, la face, contexte fort, faible, etc. Il faut savoir que ça existe déjà. Voilà. Ensuite, la pleine conscience, la mindfulness. Être super attentif à ses propres réactions, à ses jugements automatiques basés sur sa culture, et vraiment écouter l'autre sans filtre. Il y a aussi les compétences pratiques, le faith work dont tu parlais. Savoir comment s'y prendre pour ne pas faire perdre la face à l'autre, même quand on n'est pas d'accord. Absolument. Ça peut vouloir dire, par exemple, formuler une critique de façon très indirecte si on sait que l'autre vient d'une culture collectiviste. Ça demande aussi de bâtir la confiance en comprenant ce que ça veut dire avoir confiance dans la culture de l'autre. Et au final, chercher à collaborer. Oui, viser un dialogue collaboratif. Le but, c'est de chercher sincèrement à comprendre le point de vue de l'autre, même s'il nous déstabilise, et essayer de construire une solution ensemble. Ça passe par des techniques simples mais efficaces, d'écrire ce qu'on observe. Je remarque que, au lieu de juger, tuer toujours, essayer d'imaginer plusieurs interprétations possibles d'un comportement et faire preuve d'empathie. C'est tout un art, en fait. Et puis, ces histoires de couple, ça ne se passe pas juste entre quatre murs. Les sources nous rappellent qu'il y a des contextes plus larges qui jouent aussi un rôle. Par exemple, les rôles de genre. Ah oui, très important. Start My Wellness et le Psychotherapy Bulletin en parlent. Les attentes sur ce qu'un homme ou une femme doit faire dans un couple, ça varie énormément d'une culture à l'autre. Et ça évolue, heureusement. Dans beaucoup de sociétés, les rôles traditionnels sont encore très forts, non? L'homme gagne l'argent, la femme s'occupe du foyer, des enfants. Oui, et s'en écarter peut créer une vraie pression sociale. Ailleurs, notamment en Occident, on voit une évolution vers plus d'égalité, de partage des tâches, même si les vieux stéréotypes ont la peau dure. Le Psychotherapy Bulletin parle aussi du poids de l'hétéronormativité. Cette idée que le couple hétéro, c'est la norme par défaut. Exactement. Et ça fixe des standards implicites. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces normes sont aussi remises en question.
Il y a une étude citée, celle de Lamant, qui montre comment les couples LGBTQ+, par exemple, inventent souvent consciemment leurs propres règles de fonctionnement, plus égalitaires justement parce qu'ils ne rentrent pas dans le moule traditionnel. C'est une sorte de création de culture à l'intérieur du couple. Tout à fait, une microculture relationnelle. Et puis, il ne faut pas oublier le poids de l'histoire, de la religion parfois. Oui, c'est vrai. Le bulletin donne l'exemple de la Chine, où l'histoire impériale, le confucianisme, ont pu influencer les idées sur l'amour, la sexualité. La religion, ça peut être un soutien énorme pour un couple, mais aussi une source de conflit. On pense aux questions LGBT+, dans certaines traditions. Tout ça, ça ajoute encore des couches de complexité. Bon, alors, si on essaie de faire une petite synthèse de tout ça, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ce qui est sûr, c'est que la culture, c'est pas juste un détail. Ça façonne vraiment en profondeur comment on aime, comment on communique, avec ses histoires de contexte, de temps, d'espace, et comment on gère les conflits, notamment avec cette notion de face et les logiques individualistes ou collectivistes. C'est ça. Prendre conscience de ça, c'est déjà énorme. Surtout aujourd'hui où on rencontre de plus en plus de gens d'horizons différents. La clé, c'est vraiment ça. La conscience. Conscience de soi, de ses propres lunettes culturelles, et conscience de l'autre. Comprendre que notre façon de faire n'est qu'une façon parmi d'autres. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise culture en soi. Il ne s'agit pas de juger. Non, surtout pas. Plutôt de reconnaître les différentes logiques en jeu. Développer de la flexibilité, de l'empathie, cette capacité à observer sans juger tout de suite. Et surtout, oser parler de ces différences. C'est ça qui permet de construire des ponts. Et comme le suggère l'étude UQAM, les couples mixtes peuvent même créer leur propre culture, une troisième culture, hybride. Oui, en négociant, en intégrant leurs différences. C'est un processus créatif, en fait. Une création culturelle à deux. C'est une jolie image pour finir. Et justement, pour laisser une petite question en suspens à ceux qui nous écoutent, en pensant à tout ce qu'on a dit, sachant à quel point ces schémas culturels nous influencent, souvent sans qu'on s'en rende compte, dans nos attentes, nos désirs, nos réactions, quelle part de ce qu'on vit et de ce qu'on attend dans nos relations vient vraiment de choix personnels, conscients, et quelle part est juste l'interprétation d'une partition culturelle qu'on a héritée? Vaste question. Voilà, une question à méditer. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette exploration.